La paix était signée. Madame Élisabeth, après beaucoup de répugnance, s'était résolue à obéir au roi son père. Le duc d'Albe avait été nommé pour venir l'épouser au nom du roi catholique, et il devait bientôt arriver. L'on attendait le duc de Savoie qui venait épouser Madame, sœur du roi, et dont les noces se devaient faire en même temps. Le roi ne songeait qu'à rendre ces noces célèbres par des divertissements où il peut faire paraître l'adresse et la magnificence de sa cour. On proposa tout ce qui se pouvait faire de plus grand pour des ballets et des comédies. Mais le roi trouva ces divertissements trop particuliers, et il en voulut d'un plus grand éclat. Il résolut de faire un tournoi, où les étrangers seraient reçus et dont le peuple pourrait être spectateur. Tous les princes et les jeunes seigneurs entrèrent avec joie dans le dessein du roi, et surtout le duc de Ferrare, M. de Guise et M. de Nemours, qui surpassaient tous les autres dans ces sortes d'exercices. Le roi les choisit pour être avec lui les 4 tenants du tournoi. L'on fit publier par tout le royaume qu'en la ville de Paris, le pas était ouvert, au 15e juin, par Sa Majesté très chrétienne et par les princes Alphonse d'Este, duc de Ferrare, François de Lorraine, duc de Guise, et Jacques de Savoie, duc de Nemours. C'est la première fois que l'on a le nom du duc de Nemours. Pour être tenu, contre tout venant, à commencer le premier combat, à cheval en lice, en double pièce, 4 coups de lance et 1 pour les dames. Le deuxième combat à coups d'épée, 1 à 1 ou 2 à 2, à la volonté des maîtres de camp. Le troisième combat à pied, 3 coups de pique et 6 coups d'épée, que les tenants fourniraient des lances, d'épées et de piques au choix des assaillants. Et que, si en courant on donnait au cheval, on serait mis hors des rangs, qu'il y aurait 4 maîtres de camp pour donner les ordres, et que ceux des assaillants qui auraient le plus rompu et le mieux fait auraient un prix dont la valeur serait à la discrétion des juges, que tous les assaillants, tant français qu'étrangers, seraient tenus de venir toucher à l'un des écus qui serait pendu au perron au bout de la lice, ou à plusieurs, selon leur choix, que là, ils trouveraient un officier d'armes qui les recevrait pour les enrôler selon leur rang et selon leurs écus, et selon les écus qu'ils auraient touchés, que les assaillants seraient tenus de faire apporter par un gentilhomme leur écu, avec leurs armes, pour le pendre au perron 3 jours avant le commencement du tournoi, qu'autrement, il n'y serait point reçu sans le congé des tenants. On fit faire une grande lice proche de la Bastille, qui venait du château des Tournelles, qui traversait la rue de Saint-Antoine et qui allait rendre aux écuries royales. Donc là, forcément, pour le lecteur, le fameux tournoi des Tournelles, c'est celui dans lequel Henri II avait perdu la vie. Donc s'annonce la mort du roi. Il y avait des 2 côtés des échafauds et des amphithéâtres, avec des loges couvertes qui formaient des espèces de galeries qui faisaient un très bel effet à la vue, et qui pouvaient contenir un nombre infini de personnes. Tous les princes et seigneurs ne furent plus occupés que du soin d'ordonner ce qui leur était nécessaire pour paraître avec éclat, et pour mêler dans leurs chiffres ou dans leurs devises quelque chose de galant qui eût rapport aux personnes qu'ils aimaient. Peu de jours avant l'arrivée du duc d'Albe, le roi fit une partie de paume avec M. de Nemours, le chevalier de Guise et le vidame de Chartres. Les reines les allèrent voir jouer, suivies de toutes les dames et entre autres de Madame de Clèves. Après que la partie fut finie, comme l'on sortait du jeu de paume, Chastelard s'approcha de la reine dauphine et lui dit que le hasard lui venait de mettre entre les mains une lettre de galanterie qui était tombée de la poche de M. de Nemours. Cette reine, qui avait toujours de la curiosité pour ce qui regardait ce prince, dit à Chastelard de la lui donner. Elle la prit et suivit la reine, sa belle-mère, qui s'en allait avec le roi voir travailler à la lice. Après que l'on y eut été quelque temps, le roi fit amener des chevaux qu'il avait fait venir depuis peu. Quoiqu'ils ne fussent pas encore dressés, il les voulut monter et en fit donner à tous ceux qui l'avaient suivi. Le roi et M. de Nemours se trouvèrent sur les plus fougueux. Ces chevaux se voulurent jeter l'un à l'autre. M. de Nemours, par la crainte de blesser le roi, recula brusquement et porta son cheval contre un pilier de manège avec tant de violence que la secousse le fit chanceler. Donc on s'aperçoit ici que M. de Nemours va se blesser à cheval pour avoir voulu éviter de blesser son roi, contrairement à ce qui se passera ensuite lors du tournoi des Tournelles, où le roi va être blessé par l'un de ses vassaux. Madame de Clèves le crut encore plus blessé que les autres. L'intérêt qu'elle y prenait lui donna une appréhension et un trouble qu'elle ne songea pas à cacher.
Elle s'approcha de lui avec les rênes et avec un visage si changé qu'un homme moins intéressé que le chevalier de Guise s'en fut aperçu. Aussi le remarqua-t-il aisément, et il eut bien plus d'attention à l'état où était Madame de Clèves qu'à celui où était Monsieur de Nemours. Depuis le début, en fait, le chevalier de Guise observe Madame de Clèves parce qu'il est persuadé qu'elle aime Nemours. Le coup que ce prince s'était donné lui causa un si grand éblouissement qu'il demeura quelque temps la tête penchée sur ceux qui le soutenaient. Quand il la releva, il vit d'abord Madame de Clèves. Il connut sur son visage la pitié qu'elle avait de lui, et il la regarda d'une sorte qui put lui faire juger combien il en était touché. Il fit ensuite des remerciements aux reines de la bonté qu'elle lui témoignait et des excuses de l'état où il avait été devant elle. Le roi lui ordonna de s'aller reposer. Donc là, M. de Nemours, lorsqu'il sort un peu de sa chute, s'aperçoit que Madame de Clèves est pleine de sollicitude pour lui, et donc il en est ravi, forcément. Madame de Clèves, après s'être remise de la frayeur qu'elle avait eue, fit bientôt réflexion aux marques qu'elle en avait données. Évidemment, elle s'est trahie. Le chevalier de Guise ne la laissa pas longtemps, dans l'espérance que personne ne s'en serait aperçu. Il lui donna la main pour la conduire hors de la lice. « Je suis plus à plaindre que M. de Nemours, madame, » lui dit-il. « Pardonnez-moi si je sors de ce profond respect que j'ai toujours eu pour vous, et si je vous fais paraître la vive douleur que je sens de ce que je viens de voir. C'est la première fois que j'ai été assez hardi pour vous parler, et ce sera aussi la dernière. La mort, ou du moins un éloignement éternel, m'ôteront d'un lieu où je ne puis plus vivre, puisque je viens de perdre la triste consolation de croire que tous ceux qui osent vous regarder sont aussi malheureux que moi. » Donc il lui explique qu'il l'aime, qu'il s'en va, parce qu'il pensait auparavant que personne n'avait touché le cœur de Madame de Clèves, donc ça le consolait un petit peu, mais vu qu'il s'est trompé, il s'en va. Madame de Clèves ne répondit que quelques paroles mal arrangées, comme si elle n'eût pas entendu ce que signifiait celle du chevalier de Guise. D'un autre temps, elle aurait été offensée qu'il lui eût parlé de sentiments qu'il avait pour elle, mais dans ce moment, elle ne sentit que l'affliction de voir qu'il s'était aperçu de ceux qu'elle avait pour M. de Nemours. Le chevalier de Guise en fut si convaincu et si pénétré de douleur que dès ce jour, il prit la résolution de ne penser jamais à être aimé de Madame de Clèves. Donc il est en train de lui mettre son cœur sur un plateau, elle s'en aperçoit même pas, juste de la boulette, parce qu'elle s'est fait cramer. Mais pour quitter cette entreprise, qui lui avait paru si difficile et si glorieuse, il en fallait quelque autre dont la grandeur pût l'occuper. Il se mit dans l'esprit de prendre Rhodes, dont il avait déjà eu quelques pensées, et quand la mort l'ôta du monde dans la fleur de sa jeunesse, et dans le temps qu'il avait acquis la réputation d'un des plus grands princes de son siècle, le seul regret qu'il témoigna de quitter la vie fut de n'avoir pu exécuter une si belle résolution, dont il croyait le succès infaillible par tous les soins qu'il en avait pris. Donc son dernier regret, c'est de n'avoir pu être aimé de Madame de Clèves. Madame de Clèves, en sortant de la lice, alla chez la reine, l'esprit bien occupé de ce qui s'était passé. Monsieur de Nemours y vint un peu de temps après, habillé magnifiquement, et comme un homme qui ne se sentait pas de l'accident qui lui était arrivé. Il paraissait même plus gai que de coutume, et la joie de ce qu'il croyait avoir vu lui donnait un air qui augmentait encore son agrément. Tout le monde fut surpris lorsqu'il entra, et il n'y eut personne qui ne lui demandât de ses nouvelles, excepté Madame de Clèves, qui demeura auprès de la cheminée sans faire semblant de le voir. Le roi sortit d'un cabinet où il était, et le voyant parmi les autres, il l'appela pour lui parler de son aventure. Monsieur de Nemours passa auprès de Madame de Clèves et lui dit tout bas : « J'ai reçu aujourd'hui des marques de votre pitié, madame, mais ce n'est pas de celle dont je suis le plus digne. » Madame de Clèves s'était bien doutée que ce prince s'était aperçu de la sensibilité qu'elle avait eue pour lui, et ces paroles lui firent voir qu'elle ne s'était pas trompée. Ce lui en était une grande douleur de voir qu'elle n'était plus maîtresse de cacher ses sentiments et de les avoir laissés paraître au chevalier de Guise. Donc cette fois, non seulement elle l'a fait voir à M. de Nemours, mais à quelqu'un d'autre. C'est plus que l'histoire du portrait. Elle en avait aussi beaucoup que M. de Nemours les connut, mais cette dernière douleur n'était pas si entière, et elle était mêlée de quelque sorte de douceur. La reine Dauphine, qui avait une extrême impatience de savoir ce qu'il y avait dans la lettre que Chastelard lui avait donnée, s'approcha de Madame de Clèves. Là, c'est le commérage top niveau.
« Allez lire cette lettre, lui dit-elle. Elle s'adresse à Monsieur de Nemours et, selon les apparences, elle est de cette maîtresse pour qui il a quitté toutes les autres. Si vous ne la pouvez lire présentement, gardez-la. Venez ce soir à mon coucher pour me la rendre et pour me dire si vous en connaissez l'écriture. » Donc Madame la Dauphine a lu la lettre et la donne à Madame de Clèves pour qu'elle la lise aussi. Madame la Dauphine quitta Madame de Clèves après ces paroles et la laissa si étonnée et dans un si grand saisissement qu'elle fut quelque temps sans pouvoir sortir de sa place. L'impatience et le trouble où elle était ne lui permirent pas de demeurer chez la reine. Elle s'en alla chez elle, quoiqu'il ne fût pas l'heure où elle avait accoutumé de se retirer. Elle tenait cette lettre avec une main tremblante. Ses pensées étaient si confuses qu'elle n'en avait aucune distincte, et elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable, qu'elle ne connaissait point et qu'elle n'avait jamais sentie. Sitôt qu'elle fut dans son cabinet, elle ouvrit cette lettre et la trouva telle. Donc là, on va avoir la lettre tombée d'une poche lors de cet après-midi, qui a été attribuée par Chastelard à Monsieur de Nemours et donnée par la Dauphine. Donc ce serait la lettre attribuée à la maîtresse de Monsieur de Nemours. Donc voici la lettre. « Je vous ai trop aimé pour vous laisser croire que le changement qui vous paraît en moi soit un effet de ma légèreté. Je veux vous apprendre que votre infidélité en est la cause. Vous êtes bien surpris que je vous parle de votre infidélité, vous me l'aviez cachée avec tant d'adresse, et j'ai pris tant de soin de vous cacher que je la savais, que vous avez raison d'être étonné qu'elle me soit connue. Je suis surprise moi-même que j'ai pu ne vous en rien faire paraître. » Donc la prétendue amante explique qu'elle connaît l'infidélité de son amant, qu'elle lui avait caché qu'elle était au courant, donc il la trompe, elle le sait, elle le lui cache et maintenant elle le lui dit. C'est plutôt compliqué. « Jamais douleur n'a été pareille à la mienne. Je croyais que vous aviez pour moi une passion violente. Je ne vous cachais plus celle que j'avais pour vous. Et dans le temps que je vous la laissais voir tout entière, j'appris que vous me trompiez, que vous en aimiez une autre, et que, selon toutes les apparences, vous me sacrifiez à cette nouvelle maîtresse. Je le sus le jour de la course de bague. C'est ce qui fit que je n'y allais point. Je feignis d'être malade pour cacher le désordre de mon esprit. Mais je le devins en effet, et mon corps ne put supporter une si violente agitation. » Donc la jeune femme explique qu'elle sait qu'il en aime une autre, et elle s'en est rendue malade. Quand je commençais à me porter mieux, je feignis encore d'être fort mal, afin d'avoir un prétexte de ne vous point voir et de ne vous point écrire. Je voulus avoir du temps pour résoudre de quelle sorte je devais en user avec vous. Je pris et je quittai 20 fois les mêmes résolutions, mais enfin je vous trouvai indigne de voir ma douleur, et je résolus de ne vous la point faire paraître. Je voulus blesser votre orgueil en vous faisant voir que ma passion s'affaiblissait d'elle-même. » Donc l'idée, c'est qu'elle va faire semblant de ne plus l'aimer pour cacher sa blessure d'orgueil. Je crus diminuer par là le prix du sacrifice que vous en faisiez. Mais je ne voulus pas que vous eussiez le plaisir de vous montrer combien je vous aimais pour en paraître plus aimable. Je résolus de vous écrire des lettres tièdes et languissantes pour jeter dans l'esprit de celle à qui vous les donniez que l'on cessait de vous aimer. Je ne voulus pas qu'elle eût le plaisir d'apprendre que je savais qu'elle triomphait de moi, ni augmenter son triomphe par mon désespoir et par mes reproches. Donc la fameuse amante fait semblant de se détacher d'elle-même de son amant pour éviter à sa rivale de triompher. Je pensais que je ne vous punirais pas assez en rompant avec vous, et que je ne vous donnerais qu'une légère douleur si je cessais de vous aimer lorsque vous ne m'aimiez plus. Je trouvais qu'il fallait que vous m'aimassiez pour sentir le mal de n'être point aimé, que j'éprouvais si cruellement. Donc elle voudrait que son amant l'aimât à nouveau pour pouvoir le quitter elle-même. Je crus que si quelque chose pouvait rallumer les sentiments que vous aviez eus pour moi, c'était de vous faire voir que les miens étaient changés. Mais de vous le faire voir en feignant de vous le cacher, et comme si je n'eusse pas eu la force de vous l'avouer. Je m'arrêtai à cette résolution. Mais qu'elle me fut difficile à apprendre, et qu'en vous revoyant, elle me parut impossible à exécuter. Je fus prête 100 fois à éclater par mes reproches et par mes pleurs. L'état où j'étais encore par ma santé me servit à vous déguiser mon trouble et mon affliction.
Je fus soutenue ensuite par le plaisir de dissimuler avec vous, comme vous dissimuliez avec moi. Donc elle prend la résolution d'essayer de le reconquérir pour mieux le quitter ensuite, et elle elle a beaucoup de mal à tenir cette résolution. Néanmoins, je me faisais une si grande violence pour vous dire et pour vous écrire que je vous aimais, que vous vîtes plutôt que je n'avais eu dessein de vous laisser voir que mes sentiments étaient changés. Vous en fûtes blessé, vous vous en plaignîtes. Je tâchais de vous rassurer, mais c'était d'une manière si forcée que vous en étiez encore mieux persuadé que je ne vous aimais plus. Enfin, je fis tout ce que j'avais eu intention de faire. La bizarrerie de votre cœur vous fit revenir vers moi à mesure que vous voyez que je m'éloignais de vous. Donc finalement, le stratagème marche. Plus elle s'éloigne, plus elle fait semblant de s'éloigner et plus son amant revient. J'ai joui de tout le plaisir que peut donner la vengeance. Il m'a paru que vous m'aimiez mieux que vous n'aviez jamais fait. Et je vous ai fait voir que je ne vous aimais plus. J'ai eu lieu de croire que vous aviez entièrement abandonné celle pour qui vous m'aviez quitté. J'ai eu aussi des raisons pour être persuadée que vous ne lui aviez jamais parlé de moi. Mais votre retour et votre discrétion n'ont pu réparer votre légèreté. C'est-à-dire que son amant revient dans de très très bonnes dispositions, même meilleures qu'il n'avait eu avant, mais finalement le mal est fait. Votre cœur a été partagé entre moi et une autre. Vous m'avez trompé. Cela suffit pour m'ôter le plaisir d'être aimé de vous, comme je croyais mériter de l'être, pour me laisser dans cette résolution que j'ai prise de ne vous voir jamais, et dont vous êtes si surpris. C'est la fin de la lettre. Madame de Clèves lut cette lettre et la relut plusieurs fois, sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Elle voyait seulement que M. de Nemours ne l'aimait pas comme elle l'avait pensé, et qu'il en aimait d'autres qu'il trompait comme elle. Quelle vue et quelle connaissance pour une personne de son humeur, qui avait une passion violente, qui venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne, et à un autre qu'elle maltraitait pour l'amour de lui, c'est-à-dire le chevalier de Guise, et son mari. Jamais affliction n'a été si piquante et si vive. Il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de cette affliction était ce qui s'était passé dans cette journée, et que, si M. de Nemours n'eut point eu lieu de croire qu'elle l'aimait, elle ne se fût pas souciée qu'il en eût aimé une autre. Mais elle se trompait elle-même, et ce mal qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie, avec toutes les horreurs dont elle peut être accompagnée. Elle voyait par cette lettre que M. de Nemours avait une galanterie depuis longtemps. Elle trouvait que celle qui avait écrit la lettre avait de l'esprit et du mérite. Elle lui paraissait digne d'être aimée. Elle lui trouvait plus de courage qu'elle ne s'en trouvait à elle-même. Et elle enviait la force qu'elle avait eue de cacher ses sentiments à M. de Nemours, parce qu'elle n'a pas réussi à le faire. Elle voyait par la fin de la lettre que cette personne se croyait aimée. Elle pensait que la discrétion que ce prince lui avait fait paraître, et dont elle avait été si touchée, n'était peut-être que l'effet de la passion qu'il avait pour cette autre personne à qui il craignait de déplaire. C'est-à-dire que M. de Nemours aurait feint de ne pas s'intéresser à Madame de Clèves tout simplement parce qu'il avait une autre histoire ailleurs. Enfin, elle pensait tout ce qui pouvait augmenter son affliction et son désespoir. Quel retour ne fit-elle point sur elle-même? Là, vous avez des points d'exclamation. C'est du discours indirect libre. Quelle réflexion sur les conseils que sa mère lui avait donnés? Combien se repentit-elle de ne s'être point opiniâtrée à se séparer du commerce du monde, c'est-à-dire à s'éloigner du monde, malgré M. de Clèves, ou de n'avoir pas suivi la pensée qu'elle avait eue de lui avouer l'inclination qu'elle avait pour M. de Nemours. Elle trouvait qu'elle aurait mieux fait de la découvrir à un mari dont elle connaissait la bonté, et qui aurait eu intérêt à la cacher, que de la laisser voir à un homme qui en était indigne, qui la trompait, qui la sacrifiait peut-être, et qui ne pensait à être aimé d'elle que par un sentiment d'orgueil et de vanité. Enfin, elle trouva que tous les maux qui lui pouvaient arriver, et toutes les extrémités où elle se pouvait porter, étaient moindres que d'avoir laissé voir à M. de Nemours qu'elle l'aimait, et de connaître qu'il en aimait une autre. Tout ce qui la consolait était de penser au moins qu'après cette connaissance, elle n'avait plus rien à craindre d'elle-même, et qu'elle serait entièrement guérie de l'inclination qu'elle avait pour ce prince. Elle ne pensa guère à l'ordre que Madame la Dauphine lui avait donné de se trouver à son coucher.
Elle se mit au lit et feignit de se trouver mal. En sorte que, quand M. de Clèves revint de chez le roi, on lui dit qu'elle était endormie. Mais elle était bien éloignée de la tranquillité qui conduit au sommeil. Elle passa la nuit sans faire autre chose que s'affliger et relire la lettre qu'elle avait entre les mains.